première rencontre sur le thème de la pêche et du poisson en termes d'alimentation. Et pour ça, j'ai invité Frédéric Lemanac, qui est directeur scientifique d'une association dont il parlera tout à l'heure, l'association Bloom, pour parler avec lui de la problématique de la pêche, qui évidemment est un sujet très considérable entre la petite pêche côtière, entre la pêche industrielle, sur les problématiques qui sont liées à la pêche, au poisson. Et je vais tout de suite lui laisser la parole. Comme d'habitude, comme souvent, on va commencer à peu près sur 3/4 d'heure ensemble sur un dialogue, mais c'est surtout lui qui évidemment va nous parler de la pêche, de façon à ce que derrière après vous puissiez aussi poser des questions, et on terminera, si vous le voulez bien, à peu près vers 20h, un petit peu avant. Alors, Frédéric, merci d'être venu par ici, d'être descendu de Paris pour nous parler un peu de la pêche. D'abord un petit mot sur ton parcours, peut-être. Directeur scientifique, ça c'est un joli titre presque ronflant, mais derrière il y a une thèse, il y a tout un travail très intéressant qui est fait par cette association. Mais avant d'arriver comme directeur scientifique de l'association Bloom, quel a été ton parcours? Pourquoi tout d'un coup cette vocation au niveau des poissons? Bon, tu as un nom breton, donc j'imagine que quelque part ça doit être associé à ça. Mais déjà, avant de travailler chez Bloom, j'ai pas fait grand-chose, puisque comme tu me dis, j'ai fait une thèse, ce qui prend quand même quelques années, et je suis pas très vieux, donc j'ai rejoint Bloom pratiquement tout de suite après la fin de ma thèse. Comment j'ai rejoint le monde de la pêche, je ne sais pas. Effectivement, j'ai un nom breton, donc j'ai passé un certain nombre de mes vacances dans les Côtes d'Armor, à essayer de pêcher des crabes ou des crevettes ou du poisson quand il y en avait. Mais j'ai pas vraiment eu de déclic, c'est pas quelque chose qui est venu tardivement. J'ai découvert tardivement que c'était possible de travailler dans le monde de la pêche sans être pêcheur, plutôt du côté de la conservation. Ça, en fait, j'ai découvert pendant mes études, dans mon master, en fait, je me suis dit, mais tiens, en fait, c'est possible de faire autre chose que travailler sur les coraux dans les régions tropicales, parce qu'en général, la biologie marine, c'est souvent l'image qu'on s'en fait, quoi. C'est aller plonger sur les récifs coralliens pour voir la biodiversité, mais c'est en fait un milieu qui est assez bouché. Il y a beaucoup de prétendants pour très peu de place, et j'ai découvert, là, quand j'avais 22-23 ans, qu'on pouvait travailler dans la pêche, voir quels étaient les modèles de gestion de la pêche pour soit maximiser les captures, soit essayer de maximiser les emplois et minimiser nos impacts sur l'environnement. Donc c'est un déclic assez tardif sur la pêche pour en faire mon métier, mais en tout cas une passion que j'ai depuis tout jeune. On va se partager le micro tous les deux. Ta thèse était sur quoi? Sur Madagascar, je crois, hein? Ça, en partie. En partie, oui. Ma thèse, c'est une thèse que j'ai faite entre l'université de Vancouver au Canada et Sète. Donc je connais un petit peu le coin. J'ai passé trois hivers l'hiver, c'était bien mieux que l'hiver à Vancouver, croyez-moi, je vous ai vu tiquer. C'était un choix personnel de passer mes hivers à Sète, parce qu'à Vancouver, il pleut de mi-octobre à fin avril, donc je préférais quand même les inondations à Sète et le vent. Donc je connais un petit peu la région, mais ma thèse portait plus vraiment sur de la biologie marine, mais sur les accords de pêche qui sont établis entre les pays européens et les pays africains. C'est peut-être quelque chose dont on parlera un peu plus en détail tout à l'heure, mais peut-être que vous savez déjà que les pays européens, notamment, n'ont plus assez de poissons pour la demande du marché local, et vont donc pêcher du poisson principalement dans les eaux africaines, mais aussi un petit peu dans le Pacifique ou dans les eaux qui sont en dehors des juridictions nationales, ce qu'on appelle la haute mer. Et donc il faut savoir qu'en France, il y a quand même 75% du poisson consommé qui ne vient pas d'Europe, mais d'ailleurs.
et le poisson français consommé en France, ça correspond qu'à 15%. Donc on a vraiment besoin d'aller pêcher ailleurs, ce qui bien évidemment va créer tout un système de négociation et aussi de tension entre les différents pays qui sont partie prenante de ces accords-là. Et donc on a aussi un passif colonialiste assez important en Afrique, avec quand même des restes assez importants dans les accords de pêche. Et donc je me suis intéressé à ce sujet-là parce que personne ne le faisait, et pendant ma thèse, j'ai malheureusement découvert que les pratiques colonialistes de l'ancien temps étaient encore perpétuées en Afrique. Et donc on a des accords de pêche qui sont qui sont pas très négatifs, mais en tout cas très peu positifs pour les pays africains. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on fasse d'abord un peu un tour d'horizon, un état des lieux des réserves halieutiques, de la ressource sur l'ensemble du globe, de façon évidemment résumée parce que c'est compliqué. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a encore des poissons dans la mer? Est-ce qu'il y en aura encore demain? Est-ce que c'est vrai pour toutes les espèces? Et puis également, comment ça se passe lorsque il y a une espèce qui peut être en voie de disparition? Est-ce que c'est soudain? Est-ce que c'est progressif? Voilà, un petit peu un premier état des lieux. Et puis après, on parlera plus précisément d'un certain nombre de problèmes et de questions qui peuvent se poser et sur lesquels, au sein de l'association Bloom, vous êtes notamment tout à fait en pointe. Alors, état des lieux. L'état des lieux, il est assez mauvais au niveau mondial. Il y a bien sûr des exemples qui sont assez positifs, donc c'est pareil, je vais rentrer un petit peu dans les détails si vous le voulez. Mais au niveau mondial, les chiffres qui sont donnés par les Nations Unies et les scientifiques du monde entier, c'est en gros que 90% des stocks de poissons sont surexploités ou sont exploités à un niveau maximal. Donc, quand je parle de stock, c'est un mot qui peut faire bondir pas mal de gens, parce que ce sont des animaux, donc un stock, ça fait tout de suite penser au commerce et à la marchandisation. Donc je veux juste éclaircir ce mot-là. C'est un mot scientifique des sciences halieutiques qui travaille sur la pêche, qui signifie simplement la portion d'une population d'une espèce de poisson qui est ciblée pour les activités commerciales. Donc c'est une sous-partie d'une population totale. Donc par exemple, je donne un exemple, vous avez le stock de bars de loups, je vais dire bar parce que c'est en Manche, qui va être différent du stock de bar en golfe de Gascogne ou dans la mer du Nord. C'est la même population, c'est la même espèce, mais c'est juste des unités de gestion qui sont différentes. Donc il y a un côté marchandisation derrière, mais c'est le mot tel qu'il existe. Donc au niveau mondial, on a 90% des stocks de poissons qui sont surexploités ou exploités à leur niveau maximum. Si on les exploite plus, ils deviennent surexploités. Cette tendance-là, elle se poursuit, c'est-à-dire que d'année en année, on a de plus en plus de stocks de poissons qui sont surexploités, même si on a certaines populations, certains stocks qui se reconstituent, parce qu'on a mis en place des outils de gestion qui font que les choses vont mieux maintenant qu'avant. Et donc un exemple qui est frappant, on en parlait tout à l'heure, c'est l'exemple du thon rouge de Méditerranée. Vous avez certainement entendu parler dans les années 2000 que le thon rouge allait... entendu dire que le thon rouge allait disparaître. Finalement, il n'a pas disparu et aujourd'hui, tout le monde dit que du thon rouge, il y en a partout et qu'il faut augmenter la pêche. Ça, c'est notamment parce que à la fin des années 2000, on s'est vraiment rendu compte, pêcheurs inclus, que la population de thon rouge était dans un état catastrophique et que si on ne faisait rien, effectivement, elle pourrait disparaître à court terme. Et donc, on a mis en place des outils de gestion qui font que actuellement, la population de thon rouge a été reconstituée et donc on en voit. Donc il y a vraiment des exemples qui sont assez positifs dans le monde. Malheureusement, ça reste que quelques exemples. En Europe, la situation elle n'est pas mieux que la situation mondiale. On pourrait s'y attendre quelque part. On se dit bon, l'Europe c'est quand même un continent qui est riche, qui a moyen de faire de la recherche, qui a de l'argent à mettre dans la gestion. Pourtant, les chiffres montrent également que les populations de poissons en Europe sont surexploitées. Les habitats sont dégradés. C'est quand même une région
qui est très très dense au niveau de la population humaine. Donc on va avoir l'urbanisation des côtes, on va avoir la pollution, par exemple en Bretagne, avec les effluents agricoles qui vont générer des marées vertes d'algues qui vont complètement asphyxier le littoral. Et donc tout ça, c'est des pressions supplémentaires qui se rajoutent au milieu marin, qui font que les populations de poissons en Europe sont quand même relativement en mauvaise santé. Donc notre travail, notamment au sein de l'association Bloom, c'est de réfléchir au modèle actuel et de voir quels sont les moyens de transformer ça pour arrêter de détruire l'environnement, arrêter de détruire le métier de pêcheur aussi. Ça, on l'oublie souvent, mais quand on pêche mal, on détruit les pêcheurs. Un chiffre qui est assez frappant, c'est qu'en France, en 1950, il y avait 60 000 pêcheurs. En 1990, il y en avait 30 000. Actuellement, il y en a 13 000. Donc d'année en année, on perd 200, 300 pêcheurs. Et on a des bateaux qui sont toujours de plus en plus gros, de plus en plus efficaces, avec des moyens technologiques qui sont totalement déments. Pour reparler du thon rouge, en Méditerranée, il y a 90% du quota annuel qui est détenu par 17 bateaux. 17 bateaux, qui sont majoritairement basés à Sète. Vous en avez aussi un petit peu à côté et à Marseille, mais c'est 17 bateaux qui font 45-50 mètres, qui détiennent 90% du quota français de thon rouge. Et donc, quand vous êtes un petit pêcheur artisan, vous n'avez pas le droit de pêcher de thon rouge. Si vous pêchez un thon rouge, vous avez deux options, soit vous ne le déclarez pas, et vous pouvez gagner beaucoup d'argent, mais risquer d'aller en prison, vous payez une très très forte amende, soit vous devez le relâcher. Vous n'avez quasiment pas d'option d'avoir du quota. Tu me dis si tu veux le couper. Tout à fait. Voilà, donc on a quand même une image globale de la pêche qui est assez mauvaise. Les stocks de poissons sont surexploités, les habitats sont dégradés, pas que à cause de la pêche. Et donc il faut qu'on réfléchisse à des moyens de transformer radicalement ça pour recréer de l'emploi. Les pêcheurs artisans qui sont sur la côte, c'est aussi ces gens-là qui ont une culture de la pêche, qui ont une intégration culturelle assez forte au milieu du littoral. Le pêcheur industriel un peu mercenaire qui va sur des gros bateaux industriels, il n'a pas non plus ce côté culturel. Donc c'est vraiment important pour nous, en tout cas à l'association Bloom, de militer d'une part pour arrêter de détruire l'environnement, mais aussi pour favoriser la pêche artisanale et recréer tout ce tissu socio-économique et culturel sur le littoral français ou européen par la suite. Voilà, merci pour cette première introduction. Je voudrais revenir sur un point pour qu'on comprenne bien, parce que c'est des fois pas très facile. On avait invité, il y a maintenant assez longtemps, c'était vraiment dans les tout premiers éco-dialogues, en 2010 ou 2011 je crois, Philippe Curie, qui a écrit un livre qui s'appelle « Une mer sans poissons ». Et il expliquait de façon très intéressante, j'ai trouvé, et très éclairante pour nous, que finalement, la baisse des poissons, c'est pas quelque chose de linéaire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a de plus en plus de pêche, à ce moment-là, la densité des poissons dans un lieu donné diminue, et puis il arrive un point où ça leur devient de plus en plus difficile de se reproduire, parce que trop éloigné en quelque sorte. Et donc à ce moment-là, on a une chute qui peut être extrêmement brutale. Et finalement, c'est ça qui est dangereux en quelque sorte, c'est d'atteindre ce point de rupture. Est-ce que tu confirmes un petit peu cette vue? Je crois que tu as travaillé avec lui, me semble-t-il. Je peux que confirmer ce que dit Philippe Curie, c'était mon co-directeur de thèse, donc je vais pas dire qu'il m'a menti pendant toutes ces années. Non, c'est tout à fait vrai. Alors effectivement, ça peut être compliqué de se dire ça, qu'on peut continuer à pêcher tant et plus sans qu'il y ait de problème, et que tout d'un coup, sans vraiment changer quelque chose, le problème arrive. Et il y a un exemple qui a été particulièrement frappant dans le monde de la pêche, et donc, qui est un cas d'école maintenant, c'est le cas du cabillaud au Canada, sur la côte atlantique du Canada.
Le cabillaud, vous savez peut-être que c'est le nom du poisson frais qui devient ensuite, quand il est salé et séché, de la morue. Ça, il y a beaucoup d'exemples comme ça où le même poisson, la même espèce a plusieurs noms. Vous avez cabillaud morue, vous avez aigle fin et haddock. Le haddock, c'est de l'aigle fin fumé. Donc ça peut être intéressant pour brouiller les pistes sur les marchés. Et donc ce cabillaud, ça a été la plus grosse pêcherie au niveau mondial pendant des années et des années. On en pêchait des centaines de milliers de tonnes chaque année. Et à partir du milieu des années 70, début des années 80, les scientifiques ont commencé à tirer la sonnette d'alarme. Ils ont dit attention, on pêche trop, il faut limiter notre effort pour que la population ne s'effondre pas. Ça n'a pas été entendu, parce qu'il y avait une pression, bien sûr, des pêcheurs pour que les décideurs politiques ne ferment pas cette pêcherie. Et en 92, la population s'est effondrée. Et d'un coup, du jour au lendemain, il n'y avait plus de cabillaud dans l'eau. Et donc, il y a eu un moratoire qui a été mis en place. Et depuis 92, le cabillaud, il n'est pas revenu. Alors, on en voit un petit peu, on en voit du petit, mais il n'y a pas de cabillaud qui est revenu dans les proportions dans lesquelles il était avant. Et ça, on a compris, en fait, quelques années plus tard, pourquoi on est arrivé à ce point de non-retour. Il y a deux choses qui se sont passées. La première, c'est que le cabillaud, il vit en bancs. Et il y a des bancs qui ont une taille qui est viable. Et donc, on va dire que c'est par exemple 40 000 individus. Si vous avez un banc qui fait au moins 40 000 individus, il est viable, les individus vont se reproduire, il y a de la reconstitution de la population. Et ça, les pêcheurs, ils le savaient. Donc, ils ciblent des bancs, ils capturent la quasi-intégralité du banc, ou une partie du banc. Si la partie restante non pêchée du banc fait toujours plus de 40 000 individus, ça va. Sinon, le banc se disperse et les individus vont chercher d'autres bancs qui sont eux-mêmes viables. Et pendant des années, ils ont fait ça. Et le problème, c'est qu'à un moment, il ne restait plus qu'un seul banc qui faisait 40 000 individus. Ils en ont pêché la moitié, et le banc n'était plus viable. Les poissons se sont dispersés, et on n'a pas pu retrouver la viabilité de la population, la dynamique de la population, qui a fait que la population a pu se reconstituer. Et ça, on l'a vraiment compris quelques années plus tard. Et ce qui fait que, actuellement, même avec un moratoire, on n'a pas retrouvé l'écosystème tel qu'il était avant, c'est qu'on a tellement poussé la surpêche que l'écosystème a changé de régime. C'était un écosystème A, c'est devenu un écosystème B. Donc c'était plus le même habitat, c'était plus les mêmes espèces, les proies des cabillauds sont devenus les prédateurs des cabillauds juvéniles, et donc on s'est retrouvé avec quelque chose qui ne pouvait pas revenir en arrière. Et donc c'est pour ça que c'est très important je vais prêcher pour ma paroisse, c'est le bon lieu pour faire ça, d'écouter les scientifiques. Parce que si les scientifiques pendant des années disent attention, faut lever le pied, parce que nous on voit l'image globale avec nos évaluations qui sont aléatoires et bien réparties spatialement, on voit que des tendances que vous ne voyez pas, parce que vous savez où aller pêcher, où aller trouver les gros bancs ou les gros poissons, on se retrouve forcément face à une situation qui est potentiellement dramatique. Ça a failli être le cas avec le thon rouge, ça ne l'a pas été parce qu'on a levé le pied avant la catastrophe. Mais peut-être que si on avait continué à surpêcher le thon rouge dans les années 2000 pendant 1 an, ou 2 ans, ou 3 ans, on serait retrouvé avec une population similaire à la pêche de cabillaud au Canada, avec un écosystème qui aurait radicalement changé et qui ne serait pas revenu en arrière. Là, on est revenu en arrière, on a de la chance. Un mot maintenant, si tu veux bien, sur le poisson en tant qu'alimentation. Combien on a d'humains sur Terre qui vivent grâce aux poissons, qui s'alimentent en grande partie au niveau du poisson, et si on avait une poursuite de cette baisse des stocks, quels seraient les points les plus dramatiques sur la planète? Alors, il n'y a pas de chiffre exact. On n'a pas vraiment
d'études globales qui me donnent ces chiffres, mais les Nations Unies disent que globalement, il y a 2 milliards, 3 milliards d'habitants pour lesquels le poisson représente la protéine animale de référence. Dans certains pays, tout à l'heure tu me parlais de Madagascar, où j'ai travaillé un petit peu, sur la côte ouest, 99% des protéines animales proviennent du poisson. Ce qui est dramatique, c'est que, et là on va parler de quelque chose de beaucoup plus large que de pêche, avec les changements globaux, notamment le réchauffement climatique. Avec le réchauffement climatique, on assiste à des migrations de poissons. Parce que le poisson, il n'est pas comme nous, on est ce qu'on appelle des animaux à sang chaud, c'est-à-dire qu'on est capable de réguler notre température interne. Le poisson, lui, il est à sang froid, il a la température ambiante. Mais le poisson, il a quand même une température optimale qui fait que s'il fait trop chaud ou trop froid, il va moins bien se reproduire, il va moins bien grossir, et donc ça, il n'aime pas. Et donc il va migrer avec les masses d'eau qui ont sa température optimale. Et actuellement, on le voit déjà, ça, que les poissons quittent la zone intertropicale autour de l'équateur pour aller vers les pôles. Et les prédictions des scientifiques, c'est que d'ici 2100, on va avoir d'une part une diminution au niveau global des captures de poissons à hauteur de 25%, mais surtout on va avoir une diminution de 40 à 70% des captures dans la ceinture intertropicale. Justement, vers Madagascar, l'Afrique de l'Ouest, là où les populations d'humains dépendent du poisson. Donc il y a aussi une discussion, une dimension éthique à inclure dans ce qu'est la pêche durable, parce qu'on ne peut pas, en France en tout cas, continuer à s'alimenter en important du poisson à hauteur de, je vous disais tout à l'heure, 75% de notre consommation humaine, enfin annuelle, en occultant totalement les implications que ça va avoir sur ces populations-là, que ça a déjà. Vous allez en Afrique de l'Ouest, vous avez beaucoup de gens qui décident de migrer le long de la côte, déjà en premier parce que ils ont une désertification de leurs champs qui font qu'ils ne peuvent plus se nourrir, donc ils vont vers la côte parce que c'est la seule ressource, le poisson, qui est gratuite et qui pousse toute seule. Donc c'est un petit peu déjà un dernier ressort. Et en plus, nous, on va pêcher du poisson là-bas, notamment pour faire de la farine, pour faire de l'élevage. Et donc ces populations-là, quand elles sont totalement exsangues et qu'elles n'ont même plus de poissons pour se nourrir, elles migrent. Et elles migrent en Europe. Donc les afflux massifs qu'on commence à peine à voir et qui vont s'amplifier dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, et qui sont causés en partie par le réchauffement climatique, vont avoir un impact assez énorme sur nos vies, pas seulement sur les leurs. Comment faire maintenant, hein? On va être un petit peu dans les solutions, dans ce que vous appelez à Bloom la pêche durable. Est-ce que l'aquaculture est une solution, à condition évidemment qu'elle ne soit pas productiviste et intensive? Est-ce qu'on peut imaginer une sorte de la même façon qu'on a une agriculture raisonnée, etc. Est-ce que en matière d'aquaculture, on peut imaginer des choses sur lesquelles on peut se dire, c'est peut-être pas tout à fait parfait, mais en même temps c'est durable et on est sur des cycles économiques et d'utilisation des ressources qui sont un petit peu moins aberrants que ce que tu viens de raconter, notamment sur les farines par exemple. Alors, le mot pêche durable, c'est un mot valise. On peut tout y mettre. Jusqu'à maintenant, le concept de développement durable, il tournait autour de 3 piliers. On avait le pilier social. Il faut qu'il y ait quand même des retombées sociales, il faut qu'il y ait du travail, que les gens soient bien payés, des retombées économiques donc, et aussi des retombées environnementales, ou au moins un impact environnemental limité. On ne pouvait pas parler de durabilité si on détruisait l'environnement pour créer de la richesse ou créer de l'emploi. On ne pouvait pas parler de durabilité, on l'a fait, mais théoriquement on n'aurait pas dû le faire. Parler de durabilité si on mettait l'environnement sous cloche et que ça détruisait l'emploi et que ça ne créait aucune ressource. Pour vraiment être durable, il faut les trois. Actuellement, notamment à cause des changements globaux, des migrations, toutes les tensions que ça génère,
Ces 3 piliers-là, ils ne sont pas suffisants. Maintenant, il faut qu'on ait un 4e pilier éthique, et notamment, pour parler de pêche durable, il faut que l'utilisation qui est faite de la ressource marine, des poissons, soit la meilleure possible. On ne peut pas, par exemple, je donnais l'exemple de la transformation de poissons sauvages en farine. Ça, je ne sais pas si vous êtes au fait avec cette pratique, mais ça, c'est 20% des captures mondiales de poissons. Un poisson sur 5 chaque année est réduit en farine ou en huile pour faire de l'élevage de saumon, de l'élevage de truites ou de l'élevage aussi de porcs, de poulets, voire de visons pour nos petites capuches avec de la fourrure. C'est pas du tout quelque chose qu'en tout cas moi je considère comme une bonne utilisation d'une ressource sauvage. Et donc l'aquaculture telle qu'on la connaît en Europe, qui n'est pas l'aquaculture qui existe au niveau mondial, mais l'aquaculture telle qu'on la connaît en Europe, c'est-à-dire l'aquaculture de bar ou de loup, de saumon, de truite. Ça, c'est de l'aquaculture qui nécessite d'avoir un import de poissons sauvages pour faire grossir le poisson. Et donc, on a un problème. D'une part, c'est une aquaculture qui est souvent productiviste, donc qui va nécessiter des ajouts d'antibiotiques ou de fongicides parce que les densités dans les fermes sont énormes. Et en plus, on doit aller pêcher une ressource sauvage pour créer une ressource artificielle. Et bien sûr, pour créer 1 kilo de saumon ou 1 kilo de bar, il faut un peu plus d'1 kilo de poisson quand même. Il faut 3, 4, 5 kilos. 15 kilos si tu veux faire 1 kilo de thon rouge. Le thon rouge actuellement, il est pas, quand il est pêché, il n'est pas vendu directement sur le marché. La plupart du temps, il est mis dans des fermes d'engraissement, d'embouche au niveau des Baléares. Pendant quelques mois, il double de masse et ensuite il est exporté vers le Japon. Pendant qu'il est engraissé dans ces fermes d'embouche, il est nourri avec du poisson sauvage. Et donc là, c'est vraiment quelque chose qui nous pose problème avec l'aquaculture. Après, il y a de l'aquaculture qui est totalement vertueuse, qui existe. L'aquaculture, quand elle a été inventée en Chine il y a 2000 ou 2500 ans, vous aviez des carpes qui vivaient dans les rizières avec des canards. Vous aviez les déjections du canard qui faisaient pousser le riz. Vous aviez les petits poissons qui mangeaient les larves de moustiques et qui mangeaient les feuilles qui tombaient du riz. Vous aviez des canards parfois qui mangeaient les alevins de poissons. Et au final, vous n'aviez pas besoin d'engrais, puisque vous aviez les canards. Vous n'aviez pas besoin d'insecticides parce que vous aviez les poissons qui mangeaient les larves. Et vous n'avez pas besoin d'engrais non plus. Enfin, voilà, c'était vertueux. Et on produisait du canard, du poisson et du riz au même endroit. Actuellement, c'est pas du tout l'aquaculture qu'on fait. Nous, on aime bien l'aquaculture du XXIe siècle. Malheureusement, c'est l'aquaculture dans des beaux bacs en béton ou dans des cubes d'aluminium avec des grosses densités comme on fait dans les élevages de porcs ou de vaches. Et donc, il faut qu'on arrive à revenir à cette aquaculture qu'on appelle intégrée. Et il y a un deuxième espoir pour l'aquaculture qui là se sert des dérives de la production alimentaire, parce que vous savez que une grosse partie de la production alimentaire quand même qui termine à la poubelle, c'est à hauteur de 30 ou 40% de mémoire chaque année, parce que les fruits sont pas beaux, parce qu'ils sont un peu piqués, ils sont hors gabarit. Vous avez aussi toute la transformation de ces aliments-là en plats préparés qui génèrent beaucoup de déchets. Et donc il y a beaucoup de start-up actuellement qui se créent pour récupérer ces déchets et ces invendus pour nourrir des larves d'insectes. Alors ils ont trouvé, il y a quelques mouches, je crois que d'ailleurs une mouche qu'on peut trouver dans le sud de la France qui s'appelle la mouche militaire, je crois, qui fait une très grosse larve. Et donc ces larves-là, elles vont manger le sang, le lisier, les pelures de tomates, de carottes, les pommes qui sont hors gabarit. Et ces larves sont ensuite transformées elles-mêmes en farine pour nourrir des poissons. Donc ça a plusieurs bénéfices. Un des bénéfices, c'est déjà qu'on arrive à trouver une utilisation périmétrique au gaspillage alimentaire que notre modèle de consommation et de production génère. Donc c'est pas optimal parce qu'on a toujours ce modèle qui génère du déchet, mais au moins on utilise le déchet. C'est mieux que de le brûler, d'une part. Et en plus, les larves d'insectes, vu qu'elles vivent, pour parler vulgairement, dans la merde,
elles ont un système immunitaire en béton armé. Et donc, quand vous donnez ces larves d'insectes à du poisson, ça agit comme antibiotique naturel. Et donc, vous n'avez pas besoin de donner d'antibiotiques supplémentaires à vos poissons. Et donc ça, nous, on voit plutôt comme d'un bon œil ce développement de larves d'insectes, de fermes de larves d'insectes. Donc il y a plusieurs startups en France, il y en a une qui s'appelle Insect, avec un Y. Il y en a une qui s'appelle Next Alim. Il y en a d'autres voilà, qui commencent à bourgeonner un petit peu partout sur le territoire et qui sont, je pense, qui sont pleines d'espoir pour l'aquaculture. L'insecte est l'avenir du poisson et de l'homme aussi derrière, entre autres. Un mot maintenant sur ce que vous faites à Bloom. Alors d'abord, Bloom, c'est un nom un peu mystérieux. B-L-O-O-M, hein, c'est ça, Bloom. Donc explique-nous un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi Bloom. Un Bloom, c'est une espèce d'explosion, je crois. Hein, voilà. Et puis, puisqu'on va parler de Bloom, tu vas nous parler aussi un petit peu du logo de Bloom. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez vu le petit logo de Bloom, il est absolument formidable. Et j'ai découvert en fait que c'est un petit poisson dont tu vas nous parler, qui s'appelle un calamar cochonnet. Alors, le calamar cochonnet, il faut voir ces images, il est absolument craquant. Ça ressemble à une espèce de petit cochonnet tout bleu, pardon ? D'où le nom. Voilà, bien sûr. On a vraiment l'impression d'essayer peut-être s'il y a une fente au-dessus, de mettre quelques sous pour Bloom, ça serait formidable. Et c'est ce qu'ils ont repris comme logo. Tu vas nous en parler un peu parce que c'est un animal un petit peu étonnant. Mais pourquoi l'avoir pris comme modèle et non pas, je sais pas, un jaguar comme les bagnoles ou des trucs comme ça? Les jaguars maritimes, déjà, c'est assez rare. On travaille quand même dans la pêche, hein, donc il fallait qu'on ait une bestiole qui vit dans l'eau, d'une part. Alors, le mot bloom, effectivement, c'est un peu mystique pour les Français. C'est un mot anglais qui signifie explosion, floraison. Et on parle souvent de bloom de phytoplancton. Et c'est ça qui nous intéressait. Donc ces blooms de phytoplancton, donc ces explosions d'algues dans l'océan, elles peuvent être créées par deux choses. Elles peuvent être soit naturelles, quand il y a des eaux froides profondes qui remontent le long de la côte, et les eaux froides profondes sont en général chargées de nutriments qui font qu'il y a donc cette explosion d'algues qui vont se nourrir. Ça fertilise l'océan, donc vous avez une explosion de vie à ces endroits-là. Et donc si vous avez une explosion d'algues, il y a tout un tas de poissons qui vont venir, il y a des sardines qui vont venir, des anchois qui vont venir. S'il y a des anchois, des sardines, vous allez avoir des thons, s'il y a des thons, il va y avoir des requins. Et donc c'est vraiment une explosion de vie créée par un phénomène naturel qui est assez incroyable. Et les blooms, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, ils peuvent aussi être créés par des activités humaines qui vont avoir un impact néfaste. Et, par exemple, les explosions d'algues vertes sur les plages des Côtes d'Armor, c'est un bloom. Et donc, il y a aussi le côté négatif de ce mot-là qui nous a intéressés. Donc Bloom, c'est une association qui a été créée en 2005 par une femme qui s'appelle Claire Nouvian. Et elle a bien aimé ce côté ambivalent de Bloom, d'où le nom de son association. Et le logo, donc le calamar cochonnet, il est regardez quand même sur internet notre logo déjà, et la bestiole. Voilà, tu as fait imprimer, ouais, ça va être un peu loin, mais c'est une petite bestiole qui vit dans les abysses, qui est extrêmement fragile. Et donc Claire, quand elle a créé l'association Bloom en 2005, c'était avant tout pour préserver les abysses. En fait, elle a eu un coup de cœur sur ce milieu-là, quand elle a visité une exposition à l'aquarium de Monterey en Californie, et elle s'est rendue compte que les abysses étaient un milieu qui était assailli de toutes parts. On y fait de la prospection pétrolière, on y ramasse des minerais, on fait de la pêche en eau profonde, on va pêcher jusqu'à 2000-2500 mètres de profondeur. Et donc c'est des poissons, des céphalopodes, des crustacés qui sont des éponges, des coraux qui vivent très très longtemps. Vous avez des coraux qui peuvent vivre plusieurs milliers d'années.
des éponges qui peuvent vivre plusieurs centaines d'années, des poissons qui peuvent vivre jusqu'à 150 ans. L'empereur, par exemple, vit jusqu'à 150 ans, il ne se reproduit pas avant d'avoir 30 ou 40 ans. Et donc, c'est des poissons qui sont des animaux qui sont extrêmement vulnérables à n'importe quelle pression humaine. Et donc, Claire, elle avait aussi un petit côté de pêche qui l'intéressait. Et donc, elle s'est dit, voilà, je vais créer cette association-là pour protéger les abysses de la pêche en eau profonde. Et donc, elle a découvert ce petit animal, ce calamar cochonnet, qui est devenu le logo de l'emblème de Bloom. Alors, parlons un petit peu de Bloom. Vous êtes une association étonnante, parce que vous êtes plus connu par une bande dessinée que par vos actions militantes. Vous connaissez peut-être sans doute la bande dessinée qui a fait beaucoup pour la problématique de la pêche avec des filets en eau profonde. Raconte-nous un petit peu l'histoire de cette bande dessinée, puis en même temps aussi vos autres actions militantes, parce qu'il y a évidemment tout ce travail très, j'allais dire presque ingrat et très militant auprès de la Commission européenne, par exemple, enfin, entre autres. Voilà. Mais notre problème, en fait, c'est qu'on veut s'attaquer aux causes des problèmes. Donc c'est toujours moins vendeur que de parler des conséquences, pour faire très simple. Si vous parlez des conséquences, ça fait vibrer, c'est tout de suite des sujets très émotionnels, et donc on peut capter l'attention rapidement. Nous, ce qu'on veut, c'est transformer le modèle de la pêche pour qu'il n'y ait plus de conséquences néfastes. C'est ambitieux, mais on y arrive petit à petit. Et donc le combat le plus connu et le plus médiatisé de Bloom, ça a été celui sur le chalutage en eau profonde. Donc c'était une méthode de pêche totalement aberrante. On avait des filets qui étaient lestés par des panneaux métalliques qui pouvaient faire 2, 3, 4 tonnes chacun. Donc 2 panneaux par filet qui allaient pêcher jusqu'à 2000 mètres de profondeur. C'était Intermarché qui faisait ça. Intermarché a une flotte sa propre flotte de pêche. C'était très fortement subventionné et ça représentait rien du tout au niveau des captures européennes annuelles. C'était 1%, 1,5%. C'était du poisson qui était vendu à la restauration collective et dans les intermarchés. Mais c'est pas vraiment du poisson qui est très bien valorisé. Et donc j'étais pas encore chez Bloom à l'époque, mais en tout cas Claire s'est attaquée à cette méthode de pêche-là. Elle voulait la faire interdire. Elle s'est dit ça va être facile, ça n'a pas de sens d'un point de vue économique, personne n'en dépend, et en plus c'est aberrant d'un point de vue environnemental, ça va me prendre 6 mois. Ça a pris 8 ans. Mais finalement, depuis le 30 juin 2016, cette méthode de pêche est interdite au niveau européen. Le décret d'application est actif depuis janvier 2017. Donc cette méthode maintenant est interdite. On n'a plus le droit d'aller chaluter le fond de l'océan en dessous de 800 mètres de profondeur dans toutes les eaux communautaires. Donc 800 mètres, ça fait encore profond, mais c'est une première étape. On a essayé 600 mètres, 400 mètres au début, ensuite 600. Finalement, on a réussi à trouver un compromis à 800 mètres, mais il faut voir les forces industrielles qui sont en face. Donc Bloom, c'est une toute petite équipe. On est actuellement 7. On a triplé depuis 2014. Donc quand il y avait la campagne pêche profonde, Bloom qui se battait contre Intermarché et contre tout le lobby industriel de la pêche européenne, c'était Claire Nouvian, Sabine Rosset et Victoire Guillaume. C'était 3 femmes qui avaient une vision, qui avaient de la volonté, qui étaient incorruptibles et qui ont réussi à faire interdire cette méthode. Et donc effectivement, on n'est pas très connu du grand public. Certains de nos outils sont connus. Donc, tu parlais de la BD de Pénélope Bagieux, qui nous a fait l'immense honneur de nous préparer une BD. Donc, c'est une blogueuse que vous connaissez peut-être, qui a fait des BD qui s'appellent Culottées, qui sont assez marrantes. Je vous conseille de regarder sur les femmes historiques. Bref. Et donc, elle a assisté à une conférence de Claire Nouvian, la présidente de Bloom, et elle lui a envoyé un mail en disant « J'ai adoré, je voudrais faire quelque chose pour vous, qu'est-ce que je peux faire ?» Claire, qui recevait à l'époque 1000 mails par jour, n'a pas vu le mail. Pénélope lui a envoyé un deuxième mail, toujours pas de réponse. Il lui a envoyé un troisième mail en disant « Merde, je suis un peu connu quand même, tu pourras me répondre. »
Finalement, Claire lui a répondu en disant je suis désolé. Voilà. Et donc Pénélope a fait cette BD. Au moment où on avait créé une pétition pour demander l'interdiction du chahutage profond au niveau européen, notre pétition avait déjà récupéré 35 000 signatures en l'espace de quelques semaines, ce qui est déjà assez énorme. Et le jour où Pénélope a sorti sa BD, nos serveurs ont explosé. On a eu jusqu'à 100 000 signatures par jour, pendant 2 jours. Et donc actuellement, on est à 900 000. Alors, ne les signez plus, c'est plus on a gagné le combat contre la pêche profonde, mais ça sert à rien. On en aura d'autres à vous faire signer peut-être à un moment. Mais en tout cas, on a récupéré 900 000 signatures sur cette pétition. C'est la pétition environnementale la plus signée de France. Mais vu qu'on était en mode campagne au niveau de la Commission et du Parlement européen, on n'a pas vraiment travaillé à faire le lien, on est très mauvais en marketing, on n'a pas travaillé à faire le lien entre la BD de Pénélope Bagieux et la pétition et Bloom. Et donc beaucoup de gens connaissent la BD de Pénélope Bagieux, ou ont même signé la pétition demandant à Intermarché et à la Commission européenne d'interdire la pêche en eau profonde, sans avoir jamais fait le lien avec Bloom. Ce qui ne nous empêche pas quand même d'avoir un modèle qui fonctionne bien, puisqu'effectivement, comme je disais, on a triplé de volume en l'espace de quelques années. On est actuellement 7, on est tous salariés de l'association, puisqu'on a la chance quand même d'être entouré de gens qui nous soutiennent, qui nous financent. Notre modèle, c'est des dons particuliers à hauteur de 90%, quelques fondations qui nous aident sur des projets particuliers. Pas de subvention, pas d'argent d'entreprise. Donc c'est ça aussi, je pense que les gens qui nous suivent aiment bien, qui nous laissent notre liberté d'expression et surtout qui nous permettent de travailler sur les causes et pas sur les conséquences. Donc on s'attaque à des problèmes qui sont assez ardus, pas faciles à communiquer, qui ne sont pas du tout sexy. Par exemple, actuellement, on a un programme de recherche sur les subventions publiques allouées au secteur de la pêche. Ça ne fait pas vibrer les foules. Pourtant, pour nous, c'est le nerf de la guerre. Tant qu'on n'aura pas réglé le problème du financement du secteur, c'est pareil pour l'agriculture, pareil pour l'énergie, pareil pour tout. Tant qu'on ne s'attaque pas au grave problème de gestion publique du secteur de la pêche, on ne réglera pas le problème de la surpêche. On peut faire tout ce qu'on veut. Tant qu'on continuera de financer des pratiques qui sont destructrices ou de l'environnement, ou de l'emploi, ou les deux, on n'aura pas de pêche durable. Et donc ça, c'est vraiment le financement citoyen de Bloom qui nous permet de travailler là-dessus. Aucune fondation, aucun gouvernement, on a quand même quelques fondations qui ont la vision de nous financer sur ce projet-là, mais on ne peut pas demander des subventions pour s'attaquer au problème des subventions, c'est pas possible. Donc, ce qu'il y a de bien quand même, si vous voulez, c'est que le stock de salariés de Bloom remonte. Donc, c'est plutôt favorable. Je voudrais terminer sur 2 points, l'un positif, l'autre négatif. Alors, parlons d'abord du négatif, puis on terminera comme ça par le positif, comme tu l'as fait sur le ton. On a l'impression que l'inventivité humaine en matière de pêche est absolument incroyable. Et tout à l'heure, Frédéric me parlait de nouveaux systèmes de pêche qui sont des pêches électriques. Alors, c'est pas des petites pêches avec une pile électrique, c'est plus sérieux que ça. Tu peux nous en parler parce que c'est tout à fait absolument incroyable, quoi. Là, ça méritera peut-être une autre BD, peut-être de Pénélope. J'en ai la chair de poule de cette méthode. Donc c'est effectivement la nouvelle invention de la pêche industrielle européenne. Très rapidement, pour vous replacer le contexte, la pêche électrique, ça a été à l'origine, c'était utilisé par les biologistes aquatiques qui travaillent dans les rivières ou dans les lacs. C'est très efficace. Vous mettez une cathode, une anode, un petit coup de courant, vous avez tous les poissons qui remontent, et vous pouvez faire des comptages exhaustifs du nombre de poissons et de la diversité qu'il y avait dans votre portion de rivière ou dans votre lac. Au début des années 90, ça a été appliqué à la pêche marine, notamment en Chine, où ils se sont dit « c'est super, un outil productiviste, on y va à fond ». Ils ont mis quelques centaines de bateaux sur le coup, et en l'espace de 5 ans, ils n'avaient plus de poissons. Ils avaient désertifié leurs eaux, et donc ils ont mis un moratoire sur cette technique-là. L'Europe, elle, a interdit cette technique-là en 1998, et pour on ne sait quelle raison,
il y a un lobby de recherche et développement qui s'est mis en marche, qui a conduit au délivrement de dérogations à partir de 2006 pour faire de l'innovation. Et donc ça, c'était... Alors, comment ça marche? En fait, on a... Tout à l'heure, je vous parlais du chalut de fond avec les panneaux métalliques qui permettent de plaquer le filet au fond et donc de récupérer en raclant le fond les poissons qui vivent. Sur la pêche électrique, vous allez remplacer les panneaux par des chaînes qui sont électrifiées et qui font que, selon la taille, l'orientation du poisson ou sa masse graisseuse, vous allez le faire se convulser sous le choc électrique. Et donc, en convulsant, il va rentrer plus facilement dans le poisson. Donc, c'est une méthode qui est totalement délirante. C'est de la chaise électrique pour le poisson. Ultra efficace, bien sûr, puisque, par exemple, il y a des études qui ont été faites au Royaume-Uni sur les couteaux qui vivent enfouis dans le sédiment. Il y a 100% de capture. Il y en a zéro qui échappe au champ électrique. Et donc, les pêcheurs qui sont derrière ces dérogations et qui demandent des dérogations et toujours plus de dérogations, eux, ils disent, c'est formidable, on a une augmentation, on double notre capacité de capture du poisson. En plus, vu qu'on n'a plus 5 tonnes de panneaux métalliques sur le chalut, on consomme moins de carburant. Donc c'est tout bénef. On a triplé notre profit. Et ça, malheureusement, c'est un argument qui est repris par la Commission européenne. La Commission européenne dit c'est formidable, 40% de consommation de carburant en moins, accord de Paris, gaz à effet de serre, réchauffement climatique, c'est bon, on valide. Et donc il y a 3 semaines, un mois, j'étais au Parlement européen pour assister à une de ces réunions de lavage de cerveau de l'industrie néerlandaise. Les Néerlandaises sont les spécialistes de la pêche électrique, il y a pratiquement qu'eux qui le font. Et donc ils nous présentaient leurs résultats en disant voilà, c'est formidable, donc les captures sont très propres parce qu'il n'y a que certaines tailles de poissons qui sont happées par le courant électrique, donc il y a moins de rejets. La Commission européenne dit c'est super, ça a moins de rejets, donc ça rentre dans les nouvelles directives sur les captures, puisque maintenant, depuis 2014, il y a interdiction de rejeter du poisson qui a été pêché. Et donc là, la Commission européenne dit c'est formidable, vous n'avez plus de capture accessoire, donc vous ne rejetez plus rien. Et là, on leur dit mais oui, le champ électrique, il a quand même zigouillé tout le monde au fond. C'est pas parce qu'il n'y a que certains poissons qui sont happés par ce champ que la pêche est sélective elle-même. Oui, mais bon, ça consomme 40% de carburant en moins. Et donc là, actuellement, la Commission européenne, il y a quand même des directrices de département qui a dit nous, les informations qu'on a sont suffisantes. On est prêt à lever l'interdiction de cette pêche-là. Donc actuellement, c'est uniquement autorisé en mer du Nord, parce que c'est utilisé pour pêcher de la crevette grise et de la sole et de la plie, c'est des poissons qui vivent plaqués au fond. Mais donc ils sont prêts à lever l'interdiction, et donc tout le monde pourra demander une licence pour faire de la pêche électrique. Pas forcément qu'en mer du Nord, mais aussi Golfe de Gascogne, Manche, ainsi de suite. Donc nous, c'est vraiment quelque chose qui nous fait peur, parce qu'on sait très bien ce qui va se passer. On reprend les chiffres de tout à l'heure. On a 90% des stocks de poissons au niveau mondial qui sont surexploités ou qui ne peuvent pas être exploités plus. Et en parallèle, on a un effort de pêche, donc une capacité technologique mise en œuvre pour aller pêcher du poisson qui, elle, ne cesse d'augmenter. Et donc, là, en doublant d'un coup notre... Merci. Je parle trop. Merci. Donc, en doublant d'un coup la capacité d'un engin de pêche à capturer du poisson, on va mettre droit dans le mur. Et donc ça, bien sûr, c'est, vous allez être content, c'est de l'innovation et de la recherche et du développement qui est financée sur argent public. Donc voilà, je ne vais pas trop m'étendre dessus, c'est un sujet qui nous intéresse, on est en train de se positionner dessus, mais c'est
Voilà, d'un côté, la Commission européenne peut faire des choses qui sont très bien, et de l'autre côté, d'autres départements vont faire des choses qui sont catastrophiques. Cette décision, si jamais elle est actée, de développer la pêche électrique, de lever son interdiction, nous, c'est quelque chose qu'on va combattre bien évidemment. On ne peut pas laisser électrocuter la nature pour augmenter les profits d'industriels. C'est pas possible. Ça, c'est le côté négatif. On va terminer avant vos questions sur un côté un peu plus positif. Tout à l'heure, tu disais, on s'est battu contre Intermarché. Mais en même temps, vous êtes aussi dans une négociation, une discussion avec Intermarché qui est assez intéressante. Ça veut dire que quelque part, il y a aussi des gens qui réfléchissent un peu. Peut-être par opportunisme, peut-être parce qu'avec une vision économique qui est un petit peu moins de court-termiste, mais en même temps, c'est tout à fait important que des associations comme vous puissent directement travailler avec Intermarché, ou tout au moins discuter avec Intermarché. Oui, alors en fait, l'histoire, elle est un peu plus complexe, hein, tu t'en doutes. Avant de taper sur Intermarché, on a quand même essayé de discuter avec eux. Ils n'ont rien voulu savoir, donc on a tapé dessus avec nos moyens, et donc on a quand même, comme je disais tout à l'heure, on a la chance d'être entouré par des personnes très bienveillantes et qui ont énormément de talent, que ce soit Pénélope Bageux en illustration, ou d'autres illustrateurs, ou dessinateurs, ou des juristes, des scientifiques, des experts comptables, peu importe. On a plein de gens qui nous aident à vraiment avoir des arguments qui sont inattaquables. Ça, c'est pour ça aussi qu'on est maintenant établi comme expert et reconnu par ceux qui travaillent dans le milieu de la pêche. C'est parce qu'on est inattaquable sur nos arguments. Et donc, on leur a proposé de transformer leur modèle sans leur taper dessus. Ils ont refusé, donc on leur a dit ok, on va vous taper dessus. On a notamment acheté leur compte d'exploitation. Vous savez que n'importe quel citoyen peut aller sur, par exemple, société.com et acheter des comptes d'exploitation audités de n'importe quelle entreprise. Ça coûte 13,90 €, 16,10 €, je crois, au TTC. Et donc là-dessus, vous avez le rapport du commissaire aux comptes ou du cabinet d'audit qui a fait l'expertise. Et vous avez toutes les lignes d'entrée et de sortie sur le compte de l'entreprise. Donc on a fait ça pour Intermarché. Et ce qu'on a découvert, c'est que même avec les subventions publiques, le modèle, la flotte d'Intermarché était chroniquement déficitaire. Et ça, on le supposait depuis des années. Ils nous disaient, ben non, on gagne de l'argent, on crée 800 emplois. En fait, non, tous les chiffres qu'on avait estimés étaient dans la bonne fourchette. Ça a été confirmé quand on a acheté les comptes d'exploitation, et ça c'est un argument vraiment qui a fait mouche au niveau des décideurs politiques européens. Parce que l'argument de la carotte sociale et économique qui nous tendent à chaque fois ne fonctionnait pas avec leurs chiffres. Et donc on leur a tapé dessus, on a perdu le premier vote le vote sur l'interdiction du chalutage profond au niveau du Parlement européen, mais le lendemain, Intermarché nous a dit « Ok, on a gagné, vous avez perdu, donc finalement on va faire un petit geste, on va vous tendre la main et on va accepter de travailler avec vous pour faire évoluer les choses. » Et à ce moment-là, le Luxembourg, qui était à la présidence de l'Europe, était également embourbé dans des histoires pas possible d'évasion fiscale, s'est dit mais un petit côté environnement, ça pourrait nous aider. Et donc ils ont décidé de réintroduire l'interdiction du chalutage profond dans les discussions au niveau du Conseil de tous les ministres européens et du Parlement. C'est très compliqué, je ne rentre pas là-dedans, le fonctionnement politique de l'Europe, ça s'arrachait les cheveux. Mais toujours est-il que même en ayant perdu l'interdiction du vote au Parlement, on a réussi à réintroduire cette interdiction par un autre biais. Et finalement, ça a donc été interdit là, avec le Conseil, la Commission et le Parlement. Les trois se sont mis d'accord pour l'interdire le 30 juin 2016. Mais donc, après, quand ils sont venus nous voir pour nous tendre la main, on leur a dit, c'est bien, finalement, vous revenez à ce qu'on vous suggère depuis des années, à savoir transformer votre modèle. Donc nous, on est prêts à le faire bénévolement, gratuitement. On ne prend pas d'argent d'Intermarché pour passer du temps avec eux et essayer de faire évoluer leur modèle. Je tiens à le préciser quand même. On ne peut pas être, nous on pense en tout cas qu'on ne peut pas être juge et parti.
Mais donc, effectivement, c'est quelque chose qui est assez positif. On est en contact assez régulier avec Intermarché, qui a vraiment l'air décidé à faire évoluer son modèle de la pêche pour arrêter de détruire l'environnement et les pêcheurs artisans et arriver à approvisionner ces marchés avec du poisson de saison qui a été pêché durablement et si possible localement. Très bien, ben ça c'est une histoire que je trouve très intéressante entre une association qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, essaye d'être dans l'expertise et un point très important, c'est d'avoir une expertise qui soit béton, en quelque sorte, pour être inattaquable là-dessus, et puis quelque part aussi des grandes sociétés comme Intermarché qui voient peut-être un tout petit peu plus loin que sur du court terme. Merci Frédéric. On va passer à quelques questions et puis j'espère aussi que après cet exposé, au-delà de la signature de Pénélope, de la BD de Pénélope, vous allez mettre un petit billet dans la fente du calamar cochonnet. Avez-vous quelques questions? Alors on n'a qu'un seul micro, on va essayer de se débrouiller. Soit vous parlez fort et à ce moment-là tout le monde entend. Mais on enregistre aussi, donc comme vous le souhaitez, mais je peux me déplacer pour vous donner le micro. Donc en tant que consommateur, aujourd'hui il y a pas mal de labels qui existent, notamment le label MSC, qui est notamment aussi promu par une grande ONG entre guillemets. Est-ce que déjà vous pouvez nous en dire un peu plus sur le label et aujourd'hui quels seraient des labels un peu nouveaux, notamment en lien avec l'aquaculture que vous avez évoqué tout à l'heure, une aquaculture un peu plus durable et intégrée? Est-ce qu'il y a des labels qui sont en préparation pour qu'on s'y retrouve un peu mieux en tant que consommateur? Vaste question, je pense qu'on pourrait faire une autre conférence sur les labels. Alors Bloom a un programme de recherche sur les labels, parce que c'est notre modèle d'impact, c'est de faire de la recherche qui n'existe pas ailleurs, pour ensuite faire de la sensibilisation et de l'éducation, pour que les citoyens puissent faire pression sur les politiques et la grande distribution et les industriels pour que ça bouge. L'un sans les autres ne fonctionne pas. Si on demande quelque chose à un politique et qu'il n'y a pas de pression citoyenne, ça ne fonctionnera pas. Donc ça a très bien marché ça pour la campagne pêche profonde. Sur les labels, effectivement, il y a des labels partout, ça foisonne. Rien que sur les labels de pêche dite durable ou responsable, on en a à peu près une quinzaine en France. Le label MSC est le label le plus connu. Vous l'avez certainement vu, c'est un espèce de poisson bleu avec un V. Vous le voyez partout, chez Carrefour, vous le voyez chez McDonald's, Findus, où que vous alliez, vous le verrez. C'est un label qui certifie 12% des captures mondiales de poissons et qui certifie 50% des captures certifiées. Donc c'est un label qui est en situation de quasi-monopole, qui est en tout cas en situation de quasi-monopole pour le consommateur, parce que l'autre label qui certifie la quasi-intégralité des 50% restants, c'est un label qui n'est pas destiné aux consommateurs, c'est un label qui est destiné à la transformation et aux industriels. Donc en tant que citoyen consommateur, vous avez quasiment que du label MSC pour choisir de la pêche durable. Alors c'est un label qui a été créé par, je vais donner le nom, par le WWF, qui est effectivement la plus grosse ONG mondiale, ou la deuxième plus grosse avec Nature Conservancy. C'est un label qui nous a fait vibrer quand il a été conçu en 1997, même s'il a été conçu en partenariat avec Unilever, qui est quand même une grosse boîte, hein, c'est pas la PME du coin. Mais il y avait une vision qui était assez intéressante, et surtout il n'y avait pas d'autre outil. Il y a quand même une demande du consommateur pour arriver à faire un choix simple pour consommer du poisson durable. Depuis 1997, le label MSC a totalement dérivé. Donc je ne vais pas vous le cacher, je ne vous recommanderais pas d'acheter du label MSC. Ça peut être
expliquer très simplement, ils ont une ambition de certifier plus d'1 tiers des captures mondiales de poissons d'ici 2030. Et eux, leur modèle économique, c'est pas du don particulier, c'est des royalties qui sont dérivées des produits qui sont certifiés MSC. Donc ils ont une énorme incitation financière à certifier des grosses pêcheries industrielles, parce que c'est pas en certifiant un petit pêcheur artisanal que vous allez avoir beaucoup de produits certifiés qui vont générer des royalties. Ce qui va générer des royalties, c'est les grosses pêcheries industrielles. Donc, que ce soit un label de pêche gérée industrielle, soit, c'est ce qu'on leur recommande comme transformation, on leur recommande de changer de nom, qui s'appelle pêche durable, non. Parce que dans les pêcheries certifiées MSC, vous avez peut-être des bonnes choses, vous avez du homard pêché au casier à Chauzet, j'ai rien à dire contre ça. Vous avez aussi de l'empereur qui est pêché au chalut profond en Nouvelle-Zélande, donc qui va générer de la destruction de coraux plurimillénaires ou d'éponges pluricentenaires. L'empereur, c'est un poisson qui vit jusqu'à 150 ans, qui ne se reproduit pas avant d'avoir 30 ou 40 ans, qui a son plus bas niveau historique, mais c'est stabilisé, donc c'est durable. Vous avez une pêcherie de palourde au large de la côte est des États-Unis qui est pêchée à la drague électrique, pas à la drague électrique, pardon, à la drague hydraulique. Une drague, c'est une espèce de chalut solide, c'est pas un casier métallique, mais presque, avec des couteaux qui rentrent dans le sédiment et qui servent à déloger les coquillages, ce qui est déjà assez destructeur. Là, c'est hydraulique en plus, donc il y a des buses qui injectent de l'eau sous pression dans le sédiment pour le liquéfier et pour que les coquillages soient sortis plus facilement. C'est certifié pêche durable. La pêche électrique, elle a raté la certification en décembre 2016 pour 1%. Donc les certifications MSL sont sur 3 principes. On a un principe sur l'espèce ciblée, sur sa gestion, un principe sur l'impact écosystémique, sur les habitats, tout ça, et un principe sur le modèle de gestion. Et donc là, c'est sur le deuxième principe, sur l'environnement, que le cabinet d'audit qui fait la certification a dit en fait, on n'a pas assez de données pour dire que c'est durable, donc on va retenter dans 2 ou 3 ans. Donc, dans 2 ou 3 ans, la pêche électrique sera certainement certifiée pêche durable par le MSC. Et donc, le modèle du MSC, en fait, c'est une suite et je termine là-dessus, j'essaie de faire court, c'est une suite de conflits d'intérêts qui font qu'on ne peut pas croire en tant que consommateur ce qu'ils disent. Et donc, vous avez une pêcherie qui veut avoir le label MSC, va aller voir un cabinet d'audit comme Bureau Veritas ou peu importe, va les rémunérer, et donc bien sûr que ce cabinet d'audit a une incitation financière à faire entrer son client dans le cahier des charges du MSC pour qu'il se certifie. Un cabinet d'audit qui rate la certification de son client, c'est un cabinet d'audit qui met la clé sous la porte. Donc après, vous avez le MSC qui récupère les royalties de ce qui est certifié. Et si jamais, en tant que société civile, vous n'êtes pas d'accord avec une certification d'une espèce, nous on ne l'a pas été pour l'empereur en décembre 2016, on peut objecter. Il y a une procédure d'objection qui est payante, qui coûte 7 000 €. Nous, on n'a pas pu payer, donc on a fait une coalition avec d'autres ONG qui ont payé pour nous. 7 000 € pour dire, je ne suis pas d'accord, attendez, là, votre cabinet d'audit, il a fait n'importe quoi, ça ne devrait pas être certifié. Et là, à ce moment-là, le MSC choisit et rémunère un juge qui va statuer sur le processus de certification. Et soi-disant, c'est indépendant parce que c'est le MSC qui choisit un juge qui va statuer sur un cabinet d'audit indépendant du MSC lui-même. Donc c'est totalement ubuesque. Il y a des conflits d'intérêts à tous les étages et on se retrouve avec une machine Afrique qui veut certifier la quasi-intégralité des captures mondiales, mais qui a totalement perdu sa vision de pêche durable. Donc, malheureusement, et je termine là-dessus, malheureusement, actuellement, il y a la Commission européenne, les Nations Unies, des États entiers qui disent l'indicateur pêche durable, ça doit être le MSC. Et donc, on se retrouve avec une situation qui est totalement verrouillée. Le MSC a aussi une situation agressive vis-à-vis des autres labels, ils ne veulent pas que d'autres labels émergent, et donc on se retrouve avec quelques labels qui existent, par exemple
pêche barre de ligne de la Pointe Bretagne. C'est un label qui est très simple, c'est binaire, c'est barre de ligne ou ça ne l'est pas. Ça, c'est un label auquel vous pouvez vous fier. Dans le golfe du Lion, il y a un label qui s'appelle Gaulion, golfe du Lion, qui garantit que c'est de la pêche par des pêcheurs petits artisans sur des bateaux de moins de 12 mètres. Donc là, c'est pareil, c'est quelque chose qui est binaire. Le cahier des charges, il fait 2 pages. Le cahier des charges du MSC, il fait 500 pages. Donc c'est interprétable. Donc si vous voulez vous fier à des labels, fiez-vous pas aux mots valises, pêche durable, pêcheur responsable, ça ne veut rien dire, ce sera du pipeau derrière. Fiez-vous à des labels qui disent c'est pêcher comme ça et pas autrement. Merci de cette première indication, là, pour y voir un peu plus clair. Bonjour, vous avez fait un constat alarmant, voire dramatique. L'association Bloom, elle a l'air de rayonner, de façon nationale, voire européenne. J'ai l'impression qu'en fait c'est une problématique bien plus large que ça. Vous le disiez depuis tout à l'heure, il y a les États-Unis, il y a le Japon, il y a le Canada qui a surpêché. On est dans un système où j'ai l'impression que tout a été, qu'on est au fond du fond en fait. Pas faire de mauvais jeu de mots, et on se retrouve en fait, je ne sais pas si vous avez un quelconque optimisme, je pense que oui, sinon vous n'auriez pas cette association, mais si la prise de conscience n'est pas générale, est-ce que réellement, le titre de la conférence, je crois que c'était un océan sans poisson, est-ce que réellement on ne va pas vers là? Moi, au vu de ce que vous avez dit, au vu des conclusions et des quotas et des stocks et de la pêche, clairement, je suis atterré, quoi. Je pense que c'est fini. Je suis pas sûr qu'il y ait un retour arrière possible. Le thon rouge est peut-être un bon exemple, mais parce qu'il y a eu un moratoire. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression qu'on est au fin fond, quoi. Au fond des abysses. Mais il y a un point d'interrogation quand même dans le titre. Alors, est-ce que optimiste ou pessimiste? Je réfléchis plus comme ça en fait. C'est juste qu'on est au courant de choses qui vont mal et donc on se bat pour changer. C'est pas une question d'optimisme ou de pessimisme. Enfin, c'est vrai que nous on se bat effectivement sur. On veut rester petit parce qu'on est efficace. On refusera toujours de trop grossir. Et se perdre dans la paperasse et les guerres internes. Mais voilà, notre truc qui nous fait rêver, c'est la pêche. On sait très bien que en essayant de transformer la pêche française, qui représente pas grand-chose au niveau mondial, on va pas régler le problème de la surpêche. Mais ce sera notre petite pierre à l'édifice. Si on arrive, tant mieux. Si on n'arrive pas, tant pis. On aura essayé. Mais il y a quand même beaucoup d'aspects positifs, énormément d'aspects négatifs. Mais par exemple, il y a des endroits où des zones sont protégées efficacement et qui portent leurs fruits. Vous allez pas très loin d'ici sur Parc marin de la Côte Bleue. Vous avez une zone de cantonnement où on voit des corbes, des mérous, des nacres, des grandes nacres qu'on ne voyait plus il y a 10 ans. Et les pêcheurs ont du poisson à gogo. Ça coûte rien, ça a coûté quelques blocs de béton pour interdire l'entrée au chalutier. C'est ultra efficace. Vous allez à Madagascar, sur tout le long de la côte, vous avez les pêcheurs qui ont décidé de fermer des zones de pêche temporairement pour laisser les populations de poulpes et de crabes se rétablir. Ils ont triplé leur chiffre d'affaires. Enfin, c'est pas des chiffres d'affaires, mais enfin, leur moyen de subsistance. Et donc, on voit quand même beaucoup d'aspects positifs. Après, c'est vrai que même si on arrivait à transformer le modèle d'Intermarché, qui est quand même le plus gros employeur français de la pêche, c'est pas un petit acteur. Même si on arrivait à faire ça, et que ça avait un impact sur la pêche au niveau européen, effectivement, il y aurait toujours le réchauffement climatique, la population, l'urbanisation, qui font que, c'est assez négatif, mais est-ce qu'on peut faire autrement que de se battre? Enfin, non, je ne pense pas que ce soit une question d'optimisme ou de pessimisme. On se bat et on voit ce que ça donne, quoi, en espérant que ça aille. Non, la question, mais est-ce qu'il y a une prise de conscience générale, en fait?
on commence à avoir une prise de conscience, enfin, nous on le voit, alors après au niveau du poisson c'est compliqué, hein, parce que autant faire prendre conscience aux gens que le léopard des neiges ou le panda géant est menacé d'extinction, c'est facile, hein, c'est mignon, c'est poilu, ça émet des sons. En poisson, c'est froid, c'est gluant, ça pue, ça parle pas. Donc va générer de l'empathie avec ça, on rigole, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Alors effectivement, heureusement, il y a le calamar cochonnet. Le calamar cochonnet, lui, il est chevelu, donc on peut générer de l'empathie avec ça. Mais voilà, à part ça, c'est super compliqué de générer de l'empathie et à minima de faire connaître ça. Donc c'est pour ça que nous, on a un modèle qui est particulier, qui a très bien marché pour la pêche profonde, avec quand même un impact, un résultat assez incroyable par rapport à nos moyens, parce qu'on a Claire, la présidente, quand elle a créé l'association Bloom, elle s'est dit il faut qu'on fasse émerger ce sujet-là dans la conscience collective. Et donc comment elle a fait? Elle a collaboré avec des centaines de scientifiques dans le monde entier pour récupérer des photos toutes plus belles les unes que les autres de ces animaux des abysses. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Abyss aux éditions Fayard, qui est actuellement la deuxième plus grosse vente de livres dans la catégorie beau livre, derrière La Terre vue du ciel de Artus Bertrand. Donc c'est un succès assez phénoménal pour du poisson. Elle a créé une exposition éponyme qui a rassemblé plus de 2,5 millions de spectateurs dans le monde entier. Donc ça a permis de faire prendre conscience aux gens que les abysses, c'est quelque chose, c'est pas juste un film qui fait peur, qu'il y a des poissons qui sont sensibles là-bas, qui sont détruits, et ça nous a permis de faire pression sur la grande distribution et les politiques pour faire bouger les choses. Donc on y arrive petit à petit, et je pense, personnellement je suis optimiste, voilà, je le dis. Je pense qu'on arrivera à faire bouger les choses, on se prendra certainement une claque, mais on arrivera à faire quelque chose à un moment. Oui, une autre question. J'arrive. On a enregistré pour ça. Ah bon, d'accord, c'était enregistré. Ma question c'était, est-ce qu'il existe d'autres associations qui ont le même projet que vous, de par le monde? Parce que je suppose que vous êtes 7 ou 16, je ne sais plus maintenant. 7. Donc ça doit être un peu compliqué pour agir un peu partout dans le monde. Donc est-ce que vous avez connaissance, est-ce qu'il existe des associations similaires dans le projet? Et est-ce que vous êtes en réseau éventuellement avec elles? Merci. Malheureusement, il y a peu d'associations qui s'attaquent aux causes. C'est toujours un peu le problème en fait. Il y a les causes des problèmes qui génèrent des conséquences. Et il y a souvent des assos qui font du travail formidable, mais du travail de pansement quelque part. Et on n'a pas vraiment identifié de petites structures comme Bloom, ultra efficaces, que ce soit du point de vue de l'utilisation de l'argent qu'on a ou des résultats. On en connaît quelques-unes, par exemple, on travaille de manière assez proche avec une ONG britannique qui s'appelle Blue Ventures, qui a la même vision, qui a un peu plus de moyens maintenant parce qu'ils ont pas mal grossi, mais qui essaye vraiment de s'attaquer au modèle de la gestion des pêches pour éviter d'avoir des impacts environnementaux et sociaux néfastes. Mais il y en a très très peu, donc collaborer en fait ça fonctionne pas vraiment. Il y a beaucoup d'associations aussi de plus grosses structures qui vont malheureusement faire plus de marketing. Le marketing, ça n'a jamais changé les choses. On le voit avec le MSC, qui est un bel outil de marketing, et qui devient actuellement une barrière à la durabilité des pêches. Alors, on va prendre encore... qui veut poser une question? Donc, vous, madame? Oula, plein de questions, formidable. On va quand même arrêter vers les 20h, pas plus, parce que derrière, il y a la fête. Peut-être question courte, réponse courte? Voilà. On parle beaucoup de la pêche, mais qu'en est-il de la pollution par rapport aux poissons dans les océans?
Alors pour les questions qui restent, je serais ravi d'y répondre par mail ou par téléphone après, si vous voulez. On ne travaille pas sur la pollution. Nous, notre truc, c'est la pêche. Il y a des bonnes associations qui travaillent sur la pollution. En France, par exemple, la Surfrider, qui sont les référents sur la pollution. Mais en tout cas, on voit que le seul truc que je peux vous dire, c'est que la pollution a un impact, bien sûr, sur les populations de poissons. La grande majorité des poissons vivent le long des côtes, donc c'est là où il y a le plus de pollution. Et donc toutes les pollutions, les pollutions aux nitrates des effluents agricoles en Bretagne, par exemple, vont impacter les zones les nourriceries ou les zones de reproduction des poissons. Forcément, c'est un impact qui est assez dramatique sur les ressources de poissons. En revanche, les études qui existent, qui ont essayé de comparer un petit peu les différents impacts, les différentes échelles d'impact, montrent que quand même la pêche, les méthodes de pêche destructrices au niveau mondial sont le plus gros responsable de l'effondrement des ressources marines. C'est pas la pollution, c'est pas les marées noires, c'est pas les câbles sous-marins, c'est la destruction de l'habitat et de la surexploitation due à la pêche industrielle. Alors, qui avait encore une question à poser? On peut peut-être grouper nos questions. Une question qui est un peu liée au label. Qu'est-ce que vous pensez des applications qui aident le consommateur à choisir son poisson quand il est devant un étal? Vous voyez de quoi je parle? Et justement, à propos de consommation, pour ce qui est du cabillaud, vous ne l'avez pas cité comme poisson d'élevage, alors que récemment, aux actualités télévisées d'une chaîne publique, on disait que la majorité du cabillaud consommé en France était du cabillaud d'élevage. Et donc, il parlait justement de l'usage des farines pour l'élevage de ces cabillauds. On commence à élever du cabillaud, mais c'est loin d'être la source majoritaire. Le cabillaud que vous trouvez, il est pêché souvent au large de la Norvège, au large de l'Islande. Il n'est pas d'élevage. On commence à l'élever parce que les populations de cabillaud, globalement, sont en train de s'affaisser. C'est pareil pour le bar. On élève du bar parce que les populations de bar naturelles sont dans un état assez déplorable. En revanche, le saumon atlantique, là, c'est 98 ou 99% d'élevage. Les guides, ils vont souvent se baser sur les labels. Donc nous, on n'est pas dans cette logique-là. On pense notamment que si on dit c'est bon, cette espèce-là, elle est sur liste verte et que tout le monde se met à en manger, elle va vite se retrouver sur la liste rouge. Donc on a une pensée qui est malheureusement un peu plus complexe, pour paraphraser notre président, qui nous interdit de faire ce genre de guide avec des couleurs absurdes vert, jaune, rouge. Et donc on a créé une page sur notre site internet qui s'appelle Mieux consommer. C'est l'onglet Mieux consommer sur notre site internet bloomassociation.org. Et sur cette page, on explique un petit peu comment nous, on envisage une consommation plus responsable de poissons. Le premier point, c'est déjà d'en consommer moins. On vit dans un pays très développé, très riche. On n'a pas besoin de consommer du poisson toutes les semaines, de protéines animales tout court. En fait, on peut faire avec beaucoup plus de végétal. Que le poisson soit nécessaire sur la côte ouest de Madagascar, c'est une chose. En France, c'est pas le cas. Surtout qu'on consomme souvent du poisson qui est quand même très pollué, avec des métaux lourds, du PCB et compagnie, donc qui ont aussi des impacts sur la santé assez catastrophiques, au point que l'Agence de la sécurité alimentaire recommande aux femmes enceintes et aux jeunes enfants de ne pas consommer plus de poisson, du thon, une fois par mois, ou quelque chose comme ça. Donc c'est quand même un signe qui est assez important. Donc, moins consommer de poisson. Ensuite, le deuxième point, c'est de regarder la méthode de pêche. Alors, c'est compliqué, je sais, mais depuis décembre 2014, il y a obligation d'indiquer la méthode de pêche sur les étiquettes.
Donc on a fait une petite infographie avec les différentes méthodes de pêche. Donc on vous explique ce qui est un casier, une ligne, un chalut, une seine, tous les noms que vous pouvez trouver sur les étiquettes. Et on les a classés par fort impact, faible impact. Et donc pour nous, la pêche durable, elle passe par choisir des poissons qui ont été pêchés par faible impact. Donc ça va être du poisson qui est pêché au casier, à la ligne, au filet. Donc c'est en plus du poisson qui est souvent pêché de manière artisanale, locale, saisonnière. Donc vous créez aussi du ciment sur la côte socio-économique. C'est du poisson qui peut coûter plus cher, malheureusement, parce que ce sont des activités, au contraire de la grande pêche industrielle, qui ne sont pas subventionnées. Donc le pêcheur faut qu'il vende son poisson plus cher pour survivre. Mais, quitte à manger moins de poisson, autant manger du poisson qui est meilleur et qui en plus fait vivre la pêche artisanale. En plus, c'est du poisson, vu qu'il a été pêché à la ligne, ou au casier, ou au filet, qui a moins souffert qu'un poisson qui a été pêché au chalut, dans lequel il a été écrasé, étouffé pendant des heures. Il a fait un accident de décompression en montant de plusieurs centaines de mètres de profondeur et donc il a complètement explosé. Donc ce poisson-là, qui est déjà pas beau visuellement, il est chargé de toxines, de stress, alors qu'un poisson qui a été pêché à la ligne, il est pêché, il est tué, c'est visuellement, vous reconnaissez un bar qui a été pêché au chalut ou un bar qui a été pêché à la ligne. Gustativement parlant, ça n'a rien à voir, et organoleptiquement, donc une fois que vous l'avez ingéré, là c'est pareil, c'est plus du tout la même chose. Donc quitte à manger du poisson, autant manger du poisson qui vous fait aussi du bien pour la santé. Et le dernier truc qui va avec la durabilité, en France, parce que c'est d'accepter d'avoir de la diversité. Si vous allez dans n'importe quelle grande surface, qui vendent quand même 75% des volumes de poissons en France, c'est des grandes surfaces. Si vous regardez les étals des grandes surfaces, vous avez du saumon d'élevage, de la crevette tropicale, d'élevage ou pêché sauvagement, littéralement, c'est-à-dire avec énormément de déchets de poissons tués pour rien, et vous avez du cabillaud. La crevette sauvage, c'est parce qu'elle a été pêchée sauvagement. En fait, la crevette tropicale, c'est l'activité de pêche qui génère le plus de captures accessoires. Donc pour 1 kg de crevette, vous pouvez générer jusqu'à 7 kg de poissons pêchés et rejetés morts à la mer. Voilà. Donc, ça fonctionne toujours, oui. Et ensuite, vous avez quelques autres espèces colorées, jolies, qui vont servir à attirer le consommateur, parce qu'il faut savoir que les étals de poissonnerie dans les grandes surfaces sont déficitaires. Ça sert juste à attirer le consommateur pour qu'il aille dépenser de l'argent dans les autres rayons. Donc vous avez beaucoup de déchets. Là aussi, on peut améliorer les choses. Mais donc, si vous acceptez de manger, ou si vous cherchez à manger du taco, du merlan, tous ces poissons, les anchois, les sardines, tous ces poissons qui sont réduits en farine pour faire le saumon que vous allez trouver majoritairement sur vos étals, vous allez libérer aussi la pression sur les stocks de cabillaud, sur la crevette tropicale et tout ça. Donc, si vous variez votre consommation, et c'est des poissons qui sont très bons, du taco, du merlu, c'est super bon, mais c'est pas du tout valorisé. Donc la durabilité, elle passe aussi par beaucoup plus de variété dans les goûts et les textures. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Encore une toute dernière, peut-être, Voilà, allez, une seule, parce qu'après on va déborder. Monsieur au fond. Attendez, j'arrive. Et puis Frédéric restera ici un petit moment pour ceux qui veulent aussi poser d'autres questions. Bonjour. J'aimerais comprendre aujourd'hui pourquoi tous les acteurs qui s'occupent de la pêche intensive n'arrivent pas à se mettre autour d'une table pour discuter. Je parle de scientifiques, je parle des associations comme Sea Shepherd, Greenpeace, votre association. Je pense qu'à l'avenir, pour arriver à un résultat, il faudrait qu'ils se mettent à table pour discuter ensemble. Se mettre à table et... Je ne sais pas s'il y aura du poisson au menu. Voilà. Frédéric, dernière question. Alors, il y a toujours des barrières à ça. Je pense que déjà, par rapport aux scientifiques, étant scientifique, je peux vous dire pourquoi les scientifiques ne se mettent pas autour de la table.
c'est qu'au moins en France, ils considèrent qu'ils n'ont pas à prendre la parole publiquement. Leur rôle, c'est de faire de la recherche, de la mettre dans la nature, point barre. Ça a encore été dit il y a 15 jours au forum de l'Association française d'halieutique, où j'étais invité, et donc ils avaient invité une ONG pour discuter, hein, c'était un petit peu le côté rebelle de certains, mais la plupart des scientifiques présents considéraient que leur rôle n'était pas de prendre la parole publiquement et de donner leur opinion. Et donc il y a un travail sociologique à faire peut-être sur les scientifiques, ça c'est certain. Ensuite, les ONG, nous par exemple, on discute, on collabore avec Greenpeace assez souvent. Greenpeace, c'est énorme, c'est une multinationale. La pêche, c'est pas grand-chose hein, dans leur staff. En France, Greenpeace, la pêche, c'est 2 personnes. Et donc, ils travaillent sur les thons, ils font du super boulot sur la pêche thonière tropicale, ils sont attaqués à petits navires, ils ont fait bouger petits navires. Mais nous, on ne va pas travailler sur petits navires puisque Greenpeace le fait. Donc on va relayer leurs informations, on va signer des lettres, on va appuyer des demandes, mais il n'y a pas de collaboration autre qui est faite, parce qu'ils font très bien leur boulot sur ce qu'ils font. Sea Shepherd, c'est à l'opposé, mais radicalement à l'opposé de notre vision. C'est-à-dire que nous, on fait de la science pour essayer d'influencer le processus juridique et transformer le modèle économique. Sea Shepherd ne croit pas au processus juridique. Donc, si vous voulez, alors, ils ont... je ne veux pas trop m'étendre dessus, hein, mais c'est un modèle qui est difficilement compatible. Alors, on les connaît, on peut les soutenir sur certains projets, mais c'est pas du tout le même mode de fonctionnement. Donc, on est salariés, on est chercheurs, on fait de la recherche, on publie dans des journaux scientifiques, on essaie de faire du plaidoyer au niveau des sénateurs, des députés européens, des directeurs de cabinet ministériel quand on peut, mais c'est quelque chose que Sea Shepherd ne fait pas du tout. Donc collaborer sur des modes opératoires totalement différents, c'est pas forcément possible, mais il faut les deux. Enfin, les actions de Sea Shepherd, elles sont nécessaires sur certains sujets, et nous, on peut pas s'y attaquer. Donc, je serais plutôt partisan d'avoir, vous savez, en biologie et en écologie, on dit souvent que un écosystème, pour être stable, il doit être riche. Si vous avez que quelques espèces qui font toute la même chose, vous allez avoir un effondrement de votre écosystème. Et donc il faut des associations comme Sea Shepherd qui vont faire des actions coup de poing sur tel ou tel sujet, il faut des associations comme Bloom qui font de la recherche, il faut des associations comme Greenpeace qui vont faire autre chose, qui ne vont pas avoir le même modèle, mais il ne faut pas forcément chercher à avoir de la synergie et à avancer tout le monde dans le même sens, parce qu'on risque de rater le coche. Je pense que c'est sain d'être un peu chacun de notre côté et d'avancer sur nos visions, nos objectifs, nos valeurs. Je pense que c'est vraiment sain. Mais quand il faut, on arrive à faire des coalitions et à apporter des demandes ensemble. Hein. C'est aucun souci, ça existe. Hein. Voilà, Frédéric, tu peux rester quelques minutes, hein, s'il y a éventuellement des questions à lui poser. Adhérer à Bloom, hein, je crois qu'il ne faut pas uniquement signer les dessins de Pénélope. Un petit mot sur les éco-dialogues qui vont... Merci de votre attention et merci à... Voilà. Bravo et merci Frédéric. C'était dans une chapelle, c'était la parabole des poissons. Voilà. Merci en tout cas, à bientôt.